Au début des années 50, en Afrique subsaharienne, plusieurs partis ont déjà réuni leurs forces au sein du Rassemblement démocratique africain, un mouvement proche des communistes. L'un de ses principaux animateurs, le député ivoirien Félix Houphouët-Boigny, veut abolir la domination coloniale. Une revendication inacceptable en ces temps de guerre froide. Paris décide de briser ses rebelles, un peu trop proche de Moscou à son goût. En Côte d'Ivoire, l'armée riposte brutalement. Les partisans sont arrêtés. Des centaines de villages sont détruits. Une chape de silence s'abat sur ces agissements. Silence du côté des bourreaux, mais aussi du côté des victimes. En métropole, le Parti communiste français réclame la libération des prisonniers ivoiriens. Pour ne pas ouvrir un nouveau front en Afrique, le gouvernement affine sa stratégie. Un marché est proposé à Houphouët-Boigny. En échange de l'abandon des charges qui pèsent contre lui et son parti, Paris impose la rupture avec le Parti communiste. Pour éviter à son pays les foudres des autorités coloniales, Houphouët-Boigny accepte et rentre dans le rang. Il deviendra même ministre quelque temps plus tard. Et la Côte d'Ivoire connaîtra une période de relations privilégiées avec la métropole. La France est parvenue à ses fins en Afrique. Mais après Madagascar, puis la Côte d'Ivoire, c'est aux Antilles que les tensions se multiplient. Aimé Césaire, alors maire de Fort-de-France, s'indigne. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent. Donc, que leurs maîtres sont faibles. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Pendant ce temps, en Indochine, la guerre s'enlise. En 1950, après 4 ans de bourbier vietnamien, les autorités sont forcées de déchanter. Il faut acheminer des renforts. Désormais, la moitié des combattants vient du Maroc, du Sénégal, voire d'Algérie. Comme en 1939, les colonisés volent à la rescousse de la métropole. Vieille tradition coloniale, ils combattent d'autres colonisés. Pour pallier son infériorité militaire, Ho Chi Minh s'en tient à une stratégie simple, mais redoutable, la guérilla. Il compare son armée à un tigre, affrontant un éléphant, les forces françaises. Le félin doit frapper vite et fort avant de disparaître. Pour battre l'ennemi, le Viet Minh dispose de plusieurs armes. Des mortiers, mais aussi des journaux. La propagande est omniprésente. Dans le nord du pays, la situation se complique. En Chine, les communistes ont pris le pouvoir. Désormais, Ho Chi Minh a le soutien de son grand frère rouge. En réaction, les Américains soutiennent les forces françaises. L'Indochine n'est plus un simple conflit colonial, elle devient un nouveau front de la guerre froide. En octobre 1950, les combats à la frontière chinoise sont d'une violence inouïe. Pris à la gorge,
le gouvernement français dépêche sur place le plus prestigieux de ses généraux, Jean de Lattre de Tassigny, héros de la Libération. Dès janvier 1951, le roi Jean, comme on le surnomme, passe à l'action. Coup sur coup, l'armée française inflige de cinglantes défaites aux Viet Minh. Dans cette jungle épaisse, les Français utilisent tous les moyens pour l'emporter. Même une essence gélifiée, appelée napalm. Les difficultés de la France en Indochine ont un écho au Maghreb. En Algérie, au Maroc et en Tunisie, les peuples revendiquent toujours plus de liberté, alors que les colons, eux, se voilent la face. Pendant que les colons détournent le regard, la misère alimente les nationalismes. En Tunisie, Habib Bourguiba, le leader indépendantiste, n'a pas désarmé. Depuis les années 30, le jeune avocat fait du chemin. Arrêté plusieurs fois, il revendique avec force l'indépendance de son pays. Ses talents oratoires électrisent les foules. Mais le pouvoir colonial n'est pas disposé, ici comme ailleurs, à donner aux Tunisiens l'autonomie qu'ils réclament. La France va commettre une très grave erreur. Plutôt que de négocier, Paris décide de frapper le bouillonnant avocat. Le 18 janvier 1952, Bourguiba est arrêté et placé en résidence surveillée. Loin de calmer les tensions, son exil les exacerbe. Les attentats anti-français se multiplient. La réaction ne se fait pas attendre. Pour maîtriser la situation devenue explosive, l'armée et la police interviennent. Les morts se comptent par dizaines. Ces crimes enflamment le monde arabe. Très vite, les émeutes se propagent au Maroc. La grande mosquée et tous les points clés de Casablanca ont été occupés par les forces du maintien de l'ordre. Des perquisitions ont été effectuées dans les centrales syndicales où l'on a saisi de nombreux documents établissant la collusion de tous les éléments extrémistes. Les meneurs vont être jugés. Déjà, de nombreux leaders responsables des émeutes ont été placés en résidence forcée dans le sud marocain. Les autorités françaises veulent décapiter tous les mouvements indépendantistes. Il faut faire place nette. Après l'exil de Bourguiba, puis la mise en résidence surveillée des leaders marocains, la France vise le sultan du Maroc, le futur Mohamed V, jugé trop complaisant envers les indépendantistes. Il est remplacé par un fragile vieillard, sans aucune légitimité politique. En s'en prenant au sultan, la France a créé un martyr. Les émeutes des premiers jours tournent à la lutte armée. The crowded marketplace of Casablanca is a scene of horror as a bomb explodes in a dense crowd at the height of the business day. 19 were killed instantly. Comme en Tunisie, les Français sont incapables de gérer la crise, autrement que par la manière forte. À l'ONU, la France est aussitôt placée sur le banc des accusés. 4 ans plus tôt, Robert Schuman avait affirmé l'attachement de la France aux droits de l'homme. Cette fois-ci, le ministre des Affaires étrangères les ignore et plaide l'incompétence des Nations Unies dans une affaire intérieure française. La question coloniale a envahi l'espace public. Un nouveau front est définitivement ouvert au Maghreb. Après 3 mois de préparation, le 13 mars 1954, la bataille de Dien Bien Phu s'engage. Embusquée, l'artillerie Viet Minh est invisible. Et le pilonnage d'une puissance inouïe.
Après 55 jours de résistance acharnée, le 7 mai, les derniers bastions cèdent. Côté français, le désastre se solde par plus de 3000 morts et 5000 blessés. 11 000 combattants sont faits prisonniers. La France subit une défaite humiliante, la plus terrible depuis les jours sombres de 1940. De militaire, la crise devient bientôt politique. Pierre Mendès France, qui préconisait la négociation depuis 1950, accède à la présidence du Conseil. Le 20 juillet 1954 à Genève, il parvient à négocier un cessez-le-feu et retire la France du bourbier indo-chinois. Le Vietnam est divisé en deux États distincts. Le Nord revient au Viet Minh, le Sud devient une république placée sous protection américaine. Le Cambodge et le Laos voient leur souveraineté reconnue. C'est la fin de l'Indochine française. L'écho de la défaite se répercute dans l'Empire tout entier.